Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un cycliste où je reçois à nouveau le chroniqueur JP. Bienvenue JP. Merci Arnaud, bonjour. Eh bien, ravi de te retrouver pour cet épisode où nous allons parler aujourd'hui des questions que l'on peut se poser avant d'acheter un vélo. Acheter un vélo nécessite un certain temps de réflexion avec l'effervescence qu'il y a autour du cyclisme aujourd'hui, de la pratique du cyclisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire, JP, en introduction de cet épisode qui va être consacré aux questions que l'on peut se poser avant d'acheter son vélo? Eh bien, c'est un acte important, effectivement, puisque aujourd'hui, acheter un vélo, même si on trouve des vélos entrée de gamme très accessibles et dans différents canaux de vente, finalement, l'acte moyen d'achat se situe quand même au-delà du millier d'euros. On est rapidement à 1500 euros, donc c'est un achat qui doit être, comme tu le disais, réfléchi en introduction, et puis il doit être réfléchi d'une manière différente s'il s'agit d'un achat d'un énième vélo, le fameux N+1, tu sais. Ou N+2 ou N+3 pour certains, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, ou bien si c'est un vélo unique qui va devoir s'adapter à une palette de pratiques différentes. Donc tout compte, le matériau du cadre, le canal de vente, à qui on l'achète, comment on entretient, comment on gère d'éventuelles problématiques, puis pourquoi pas comment on le revend. Aussi, on pourra en parler effectivement à la fin de cet épisode, mais si on commence par effectivement le tout début, comme tu l'as dit, c'est la première chose, c'est de définir sa pratique, c'est ça. Quel est le type de vélo qu'on peut acheter, parce qu'on peut pratiquer le cyclisme sous différentes formes et de différentes manières. Donc est-ce que c'est la première question à se poser? Quel type, comment je vais utiliser mon vélo? Oui, alors déjà, si on se pose la question, c'est qu'on a envie de faire du vélo. C'est le dénominateur commun et c'est essentiel. Et félicitations à tous ceux qui s'engagent dans cette démarche-là. Et oui, qu'est-ce que je vais faire avec mon vélo? Plutôt que dans quelle case je rentre, parce que chaque jour, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, il y a une nouvelle catégorie, une nouvelle segmentation marketing du vélo. Toi et moi, je pense qu'on en rigolait il y a encore quelques heures, où le gravel va devenir gravel race, gravel loisir. Bref, on met des cases. Ça permet de vendre les N+1, N+2, N+3 vélos. Voilà. Donc surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait avec et comment on peut trouver le vélo qui est adapté. Donc qu'est-ce qu'on fait avec, c'est la fréquence de la pratique. Déjà, ça peut être une question à se poser. Est-ce que je vais faire du vélo une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Est-ce que je vais rouler sur de la route? Est-ce que je vais rouler sur des terrains plus accidentés, du chemin roulant? Est-ce que ma pratique est une pratique utilitaire? Oui, c'est l'usage. Loisir. L'usage souhaité, effectivement. Ça, la pratique, l'usage. Donc ça, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir regarder si le produit qu'on a identifié, déjà isoler une partie de l'offre commerciale, et puis une fois qu'on a isolé, rechercher si le produit va correspondre ou va nous permettre de réaliser cette pratique, et si oui, avec quel compromis ou contrainte, parce que c'est aussi comme tout achat important, on fait des compromis. Donc ça, c'est la première question à poser, c'est de définir sa pratique, quelle va être l'utilité. Ça peut être effectivement des balades dans les sentiers battus en montagne, les déplacements urbains pour se rendre sur son lieu de travail et revenir à son domicile. Ça peut être du cyclisme un peu plus orienté compétition, et encore en compétition on peut avoir du gravel, de la route, il y a tout, voilà. Les personnes qui sont plus sur le mode triathlon, où ils ont quand même aussi besoin d'avoir un vélo type chrono. Il y a les enfants également, on peut faire l'acquisition d'un vélo pour son enfant. Il y a aussi les vélos électriques, c'est-à-dire que là on parle du vélo traditionnel, mais après il faut se poser la question entre du fameux musculaire ou électrique. C'est aussi une question à se poser. Si on se déplace beaucoup, est-ce que c'est un vélo pliant aussi, en fonction de son mode de déplacement? Oui, la contrainte du déplacement du vélo. Et puis alors, tu soulignais l'aspect sportif. Plus on va aller dans une pratique sportive, plus, alors on va le dire de deux façons, plus il y a plus la question de la segmentation et de la spécificité ou la spécialité du vélo va avoir son importance. Et si on voulait faire un pied de nez, plus la personne qui cherche ce vélo va avoir de quoi justifier le fait qu'elle en a besoin d'un différent. Voilà, mais en effet, dès lors qu'on est dans la sportivité, on est sur une recherche de performance, donc on va chercher à avoir une adéquation entre le programme et l'outil la plus matchante possible. Voilà, d'accord. Après, tu parlais des enfants.
je suis content que tu parles des vélos enfants parce qu'en fait, souvent, on achète un vélo pour un enfant comme on achète un jouet et on ne prend pas en considération la conception du vélo qui va finalement déterminer, et je pèse mes mots, le temps d'apprentissage au pédalage de l'enfant et le confort et son développement sur le vélo. C'est assez radical. C'est-à-dire que si on va chercher une marque de vélo pour enfants alors qui coûte bien plus cher, malheureusement, pour les gens qui ont investi du temps de travail, qui ont développé des périphériques adaptés aux mains des enfants, les freins, les manivelles, etc. C'est des vélos qui coûtent plus cher, des fois jusqu'à 400 € pour des vélos même en 16 pouces ou 20 pouces voilà, pour les enfants. Mais par contre, c'est des vélos qui peuvent faire une durée dans la fratrie ou être vendus, etc. Mais par contre, les enfants pédalent tellement plus vite, ils sont tellement capables rapidement de parcourir des dizaines de kilomètres sans fatigue, c'est assez radical. Donc c'est quelque chose qu'on fait trop vite souvent, d'acheter un vélo pour un enfant, parce que c'est comme si c'était un passage obligé. En fait, ça pourrait prendre un vrai temps de réflexion. Donc c'est bien que tu aies souligné ça. On ne prend pas assez de temps pour acheter des vélos d'enfants. Ouais, c'est vrai, j'ai un exemple d'ailleurs sur ça. Je parle à titre perso une nouvelle fois, mais j'ai mon fils qui n'avait jamais fait de vélo, ou un petit peu chez les grands-parents, tu vois, avec les 2 roues en assistance à l'arrière. Puis un jour, il s'est dit, mais je vais prendre le vélo de ma sœur, qui a 2 ans de plus que lui, qui est un vélo, là, effectivement, dans les budgets dont tu as parlé, confort, il est monté, il est parti direct. On n'a jamais compris comment ça pouvait être possible. Ouais. Mais je peux comprendre, maintenant que tu viens de mettre le doigt dessus, la différence, effectivement, entre le vélo que tu achètes comme un jouet et le vrai vélo, qui a un impact direct sur l'apprentissage de l'enfant. Et une fois qu'on a choisi l'utilité du vélo qu'on allait ou dont on souhaitait faire l'acquisition, c'est derrière va venir le choix des matériaux. Alors pour le cadre, mais aussi les composants qui vont être sur ce cadre. Il y a le canal de vente aussi qui va passer avant, que je voudrais ajouter, Arnaud, si tu permets, parce Bien que on oppose souvent acheter chez un détaillant et acheter chez un détaillant virtuel ou une boutique en ligne. Et je saisis l'opportunité pour dire que c'est pas juste en fait d'opposer ces 2 canaux de vente. Mais bien ce qui est important, identifié. Voilà, ce qui est important et ce qu'il faut chercher, que ça soit via Internet ou que ça soit via un magasin physique qui a une boutique à pignon sur rue, c'est d'avoir de l'écoute et du conseil et une capacité de gérer une éventuelle problématique de SAV ou un besoin de pièces ou un besoin d'entretien. C'est ça qui est important. Et ça, on peut le trouver chez des gens qui vendent majoritairement en ligne. On peut ne pas le trouver chez des gens qui ont pignon sur rue. Donc, le choix du vélo, c'est bien. Et le choix de à qui on achète son vélo, c'est encore mieux. Voilà, donc je me permets de rajouter ça parce que ça peut modifier complètement l'expérience, tant d'achat que de roulage après. Parce que quand on a un problème, quand on se pose une question, s'il n'y a personne qui est capable de répondre à cette question, de prendre en charge, c'est problématique. Donc excuse-moi de cet aparté. Non, tu fais bien. Ça fait partie du chemin pour faire l'acquisition de... Toujours, je pense que quel que soit l'acte d'achat, que ce soit un vélo ou autre chose, on doit toujours réfléchir à qui on achète. En tout cas, moi, j'invite les gens à se poser ces questions-là. Pour le choix du matériau, du cadre et des composants, je pense que on l'a déjà dit, on a eu l'occasion de débattre des matériaux. Il n'y a pas de mauvais matériaux. Ça n'existe pas. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Des caractéristiques mécaniques, des coûts, des spécificités de mise en œuvre, etc. Si on choisit son vélo dans une marque qui a de la compétence, qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, on peut concevoir un bon vélo dans n'importe quel matériau. Après, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un vélo il y a des matériaux qui vont moins craindre d'être transbahutés, qui vont moins craindre les températures, qui vont moins craindre l'agression des sacoches si on fait du bikepacking, etc. Donc on peut aller chercher une adaptabilité là-dessus, mais je pense que c'est pas forcément le bon fil à tirer en premier. C'est pas de dire j'ai choisi tel matériau, sauf si on a un matériau de cœur. Alors effectivement, moi je suis un contre-exemple, j'aime l'acier, donc je ne regarderai que des vélos en acier. Quelle que soit la pratique. Je vais commencer par ça, ça ne veut pas dire que je vais finir par ça, mais c'est parce que j'ai une appétence pour ce matériau-là. Mais
c'est pas le conseil que je donnerais à quelqu'un de dire chercher tel matériau, c'est adapté à telle pratique. C'est pas vrai en fait. Il y a que le marketing. Tous les matériaux peuvent, avec la bonne conception, absorber n'importe quelle pratique. On peut très bien faire un VTT de descente en carbone, en aluminium ou en acier. Il y a même quelques cadreurs français qui font des VTT de TH en acier et ça fonctionne et je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et inversement, on peut faire un VTC ou même un vélo électrique urbain en carbone, c'est pas un problème plus que ça. Après, c'est une question d'équilibre des coûts, des finances, des moules, de combien de vélos on va produire. En fait aussi, c'est pour les fabricants, c'est l'output, hein, c'est le niveau de marché, la potentialité de marché qui va aussi déterminer la quantité à fabriquer et donc quelle technique on utilise. Il y a des matériaux qui sont plus industriables que d'autres. Et une fois que tu as défini effectivement le cadre avec lequel tu voulais évoluer, en tout cas le matériau, c'est aussi tous les périphériques que tu vas venir mettre sur ce cadre ou alors qui sont déjà présents sur le cadre, parce que ça a un impact direct sur le prix, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que je vais vers du performant ? Est-ce que je vais vers du moins performant ? Donc ça va avoir un impact sur la durée d'utilisation ? Oui, est-ce que je veux du durable ou du moins durable ? Sans faire de généralité absolue, plus on va chercher un produit qui est orienté... En fait, un concepteur de produit, on pourrait essayer d'imager ça. Il a 2 curseurs. Il a un curseur performance. Et en général, ce curseur performance, quand il monte, le deuxième curseur, qui est le curseur durabilité, descend. D'accord ? Puisque quand on optimise... je vais donner un exemple basique. Je conçois une chaîne. Je veux que la chaîne elle soit la plus performante possible, ce qui veut dire qu'elle ait le moins de friction. D'accord ? C'est comme ça que je vais pouvoir la mesurer en laboratoire. Donc je vais chercher les matériaux et je veux qu'elle pèse le moins lourd possible aussi. Et donc je vais chercher les matériaux qui vont m'apporter un poids très faible et je vais chercher toutes les zones où je peux gagner un petit peu en lubrification, etc. Et donc ma chaîne va être plus fragile. Donc elle durera moins. Mais c'est pas très grave. Je veux dire, aujourd'hui, sur du sport mécanique, un moteur de Formule 1 ou un moteur de MotoGP, c'est fait pour durer quelques courses. Bien sûr. Pas 20 000 km par an. Donc on peut se permettre ça. Donc dans le vélo, à une autre échelle, c'est un peu la même chose. Plus vous allez prendre... Les gens qui font des transmissions, par exemple, vont avoir des niveaux de gamme. Il n'est pas rare, d'ailleurs, qu'on observe chez les professionnels. Vous pouvez regarder dans les vélos du Tour de France. Si on prend... on va citer les 2 marques principales pour ne pas faire de jaloux, mais on va dire si sur Shimano vous avez 105 Ultegra Dura-Ace, chez SRAM vous avez du SRAM Red et puis en dessous du Force et en dessous du Rival. Vous allez trouver des fois dans des pelotons pro des gens qui vont rouler avec des cassettes niveau Ultegra et pas Dura-Ace. Voilà, on peut se poser la question. Moi, j'ai des réponses à ça, mais voilà, ça peut arriver comme ça. Donc, on peut faire ses choix. Je crois que c'est important pour tout à chacun, même si on a des compétiteurs qui nous écoutent, de toujours viser la durabilité et la maintenabilité du matériel qu'on choisit. Ça vaut pour les roues, pour le groupe, ça vaut pour les freins. La disponibilité des pièces, ça peut être important aussi, parce que si vous êtes à l'arrêt parce que vous ne trouvez pas de plaquettes, pour remplacer vos plaquettes usagées de frein ou que vous ne trouvez pas le bon format de chaîne. C'est d'autant plus une question maintenant qu'il y a plusieurs fabricants, notamment sur les transmissions, qui sont allés vers des solutions propriétaires. Vous avez la chaîne qui ne fonctionne qu'avec ce groupe-là, etc. Donc c'est des vraies questions à se poser. Sur les roues, on avait fait un épisode là-dessus, si ma mémoire ne me trahit pas, sur les histoires de standards, donc faire bien attention à ça, puisqu'on a 2 industries en parallèle, une industrie de pneumatique, une industrie de roues. Il faut être sûr que tout fonctionne, parce que c'est aussi un élément de sécurité. Voilà, et puis jamais ignorer cette partie de réseau, c'est-à-dire une fois que vous avez votre vélo, est-ce que vous allez pouvoir retourner là où vous l'avez acheté et obtenir du support et du soutien ? Ça, c'est primordial, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font l'acquisition via un certain canal, et puis une fois que le vélo arrive, il faut savoir le monter déjà, parce que c'est rare qu'il arrive entièrement monté, sauf si on va le chercher dans un magasin. Et là se posent les questions d'entretien, pour être dans la durabilité dont on parlait. Mais juste avant, je voudrais revenir sur... On a choisi, on a identifié son cadre, ses composants. On en parle beaucoup, mais aussi ce qui fait 50% en fait... du côté pratique du cyclisme, c'est les roues.
c'est aussi un choix important. Alors parfois, c'est le pack qui est vendu, mais parfois, c'est juste un kit cadre. Quel conseil tu pourrais donner, JP, toi, sur justement le choix des roues? Alors, c'est aussi en fonction de l'utilisation. Le choix des jantes ne va pas du tout être le même sur une pratique de cyclisme sportif que du vélo taf, que du gravel, bien évidemment. Mais s'il y avait un fil conducteur à ce choix-là? Alors, en fonction de la pratique, l'impact du choix de ce que moi j'appelle les liaisons au sol, j'aime bien utiliser ce terme-là parce que il appuie sur le fait que ça a une importance. C'est ce qui nous relie tout le temps à la terre. À la terre, effectivement. Donc, les liaisons au sol, dans tous les sports mécaniques, c'est primordial. C'est très évalué, très maîtrisé. Voilà. Donc c'est l'adhérence, c'est la performance, si tu as un moteur de 1000 chevaux sur un engin mais que tu ne sais pas transmettre cette puissance, la transformer en quelque chose d'utile pour faire avancer le véhicule, tu n'as pas fait le bon chemin. Donc bien sûr, le côté sensible pour le cycliste d'avoir fait une bonne sélection sur les liaisons au sol, donc d'abord le pneumatique et ensuite la roue, et pas le même si on va chercher le pain que si on fait une cyclosportive. Mais il y a un impact. Il est peut-être moins sensible parce qu'on n'est pas dans la même recherche de performance, on n'a pas la même sensibilité parce que la pratique est différente, mais il y a toujours un impact. Sur un vélo taf, choisir le bon pneumatique, c'est ne pas glisser dès qu'il pleut. Voilà. Dans la cyclosportive, choisir le bon pneumatique, c'est gagner 20 dixièmes. Par exemple. Donc c'est toujours important. Je pense que si tout le monde a un budget fixe, en tout cas 99% des gens ont un budget à ne pas dépasser quand ils achètent un vélo. Si on doit... Ça commence souvent par là d'ailleurs. Voilà. C'est souvent une des premières questions qu'on se pose. Tout à fait. Si on doit arbitrer dans son budget entre des meilleurs pneus ou une meilleure paire de roues et puis une peinture fashion ou un cintre en carbone ou quelque chose comme ça qui ont moins d'impact sur l'usage, il ne faut pas hésiter, il faut mettre de l'argent plutôt dans les roues. Un vélo, un châssis moyen avec des bonnes roues, c'est plus intéressant, avec des bons trains roulants, voilà, je ne peux pas séparer la roue du pneumatique, c'est plus intéressant qu'un châssis haut de gamme avec un train roulant catastrophique. Ouais, je pense qu'il faut garder une certaine cohérence, mais il y a aussi l'importance de la transmission. Alors, on a vu arriver... il y a ces dernières années quand même le monoplateau. Alors aujourd'hui, il y a un choix à faire quand tu as choisi ton ensemble, hein, donc ton cadre, ton train roulant. C'est quelle transmission? Est-ce que je vais vers du double plateau, du monoplateau, du triple plateau comme on a pu connaître dans... Je ne sais même pas si ça se fait encore d'ailleurs du triple plateau. Il y a quelques offres encore sur du triple plateau, mais c'est soit du très bas de gamme, soit plutôt au contraire de l'excellence pour aller faire de la remise à neuf de vélos un peu plus anciens. Sur le marché en neuf, le triple plateau, il a effectivement quasiment disparu. La question se pose toujours entre le double et le mono. Je crois déjà l'avoir dit, en tout cas pour moi, le critère de choix, c'est souvent... alors, dans tout ce qui est pratique tout-terrain, la question ne se pose plus, monoplateau. Monoplateau, ouais. Sur la route ou la randonnée, moi, je mets une barrière ou en tout cas une frontière sur l'usage. C'est-à-dire que dès lors que les gens qui vont avoir une pratique purement cyclosportive vont rouler avec des développements importants, c'est-à-dire des plateaux de 50, 52, 53, 54, et toujours avec il faut avoir de bons genoux. 53, 54, il faut avoir de bonnes articulations. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas de bonnes articulations, pas un bon cœur et qui ont des gros plateaux comme ça. Hein. Bref, donc, parce que c'est ce que le marché met à disposition et ça ressemble à ce que les professionnels utilisent. Donc ça fait toujours du bien à l'ego. Donc si on va rouler avec des gens comme ça, si on est en monoplateau, même si on est le meilleur du groupe, avec une denture de 40 devant et le même petit pignon de 11 ou de 10 derrière, c'est compliqué. Ouais. Donc, au-delà de 35 km/h, c'est un peu compliqué. Donc si on a une pratique qui inclut pour part une pratique cyclo-sportive, je vais l'appeler comme ça, il vaut mieux s'équiper d'un double plateau. Qui ne veut pas dire qu'il a absolument monté en 50, 52 ou 53 devant, ça peut être 48. Tout à fait. Voilà, 48, 31, voilà. Après ça dépend des dentures derrière, mais ça peut être intéressant. Et pour le reste, où on pratique plutôt sur des pratiques où on n'est pas en peloton, où on roule peut-être à 2, à 3, ou même dans les courses aujourd'hui,
type aventure ou gravel, en dehors de ce qui est en train de se professionnaliser, où on retrouve du peloton, on est souvent sur des pratiques qui supportent très bien du monoplateau, parce que de toute façon, effectivement, tout seul, même un 52-11, si on n'a pas d'effet héroïque, on n'est pas en peloton, tu l'emmènes pas tous les jours, quoi. Voilà. Et est-ce que ça a un impact sur le vélo électrique ? C'est-à-dire, quand tu fais ton choix, parce qu'on parle là, de vélo classique musculaire, mais il y a aussi un choix, est-ce que je prends d'électrique ou pas ? Est-ce que la transmission dans le vélo électrique est identique au vélo musculaire, ou est-ce qu'il y a une conception différente ? Alors, on va moins regarder dans un vélo électrique les dentures, puisque forcément l'assistance va lisser un petit peu tout ça, même si ça peut avoir un impact sur l'autonomie du dit vélo. Ce qu'on va regarder surtout, c'est que plus ça va, plus les moteurs électriques... Alors, on sait que c'est le bon côté du moteur électrique, c'est que c'est extrêmement coupleux sur une large plage d'utilisation et même dès les bas régimes. C'est un gros avantage, y compris pour les autres véhicules comme les voitures et les motos. Mais sur un vélo, plus ça va, plus on nous sort des moteurs coupleux. Et donc, qu'est-ce qui encaisse le couple ? Plateau, les dentures du plateau, des pignons, la chaîne. Donc maintenant, et je crois que ça fait 1 an, on avait parlé de l'arrivée de ça d'ailleurs, il y a des groupes dédiés désormais qui vont miser sur la durabilité et la maintenabilité du matériel pour supporter les puissances, plutôt les couples des moteurs électriques. Donc c'est un critère de choix différent. Voilà, à prendre en compte très clairement, voilà, c'est votre vélo, son adaptabilité à sa pratique, ses trains roulants et sa transmission, c'est vraiment sur ça qu'il faut réfléchir en premier. Tout le reste, c'est en plus quelque chose qui peut se remplacer assez rapidement avec et puis à moindre coût. Voilà. Ouais, et on arrive au choix de la taille, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression à suivre, pas forcément de près, mais à suivre le marché du cycle, que les vélos sont de plus en plus de petite taille. Moi, quand j'ai commencé le vélo, vu ma taille, on me proposait un cadre de 60, tu vois. Et aujourd'hui, on est sur du 58, voire même du 56. Est-ce que c'est juste une impression, ou est-ce que le marché, effectivement, la taille des vélos a tendance à se réduire ? Alors, il y a... De par les composants, de par l'évolution technologique, peut-être ? Il y a 2 choses. On ne peut pas parler de ça de manière complètement générale, il faut adapter à la pratique. Il y a des pratiques où les évolutions de géométrie, il faut qu'on a des cadres un peu plus courts. Et en plus, il faut arrêter aujourd'hui de parler d'un vélo en taille 56-50, ça ne veut rien dire en fait. Maintenant, c'est du L, XL, M, c'est ça ? Mais même pas en fait, il faut regarder. Il y a 2 datas qui sont importantes pour... reprenons la base. Un vélo, si on l'écrase sur un plan, qu'on regarde de la 2D et qu'on met le centre de notre référentiel, le point 0, à l'axe du boîtier de pédalier, on a des coordonnées en abscisse et en ordonnée pour l'endroit où on pose ses fesses et la même chose pour l'endroit où on pose ses mains. Et on peut faire la même chose pour ses pieds si on veut. Et donc en fait, le seul moyen de bien évaluer, notamment si on dit que de façon au-dessus du boîtier de pédalier, il y a un tube de selle et il y a une selle, l'endroit où on va projeter l'avant de son corps, c'est ce qu'on appelle, alors je n'ai pas les termes français, c'est reach et stack, donc c'est la distance, l'abscisse et l'ordonnée de l'axe de la douille de direction quand elle atteint le haut de cette douille. Et donc c'est ça qui va définir un petit peu comment est positionné le vélo et donc le cycliste dans l'espace. Et il vaut mieux toujours, vous pouvez chercher reach et stack, vous pouvez toujours comparer 2 tailles de vélo par rapport à ces données-là. Parce que vous donnez une longueur de tube de selle ou une longueur de tube horizontale, c'est un non-sens si vous ne prenez pas en compte les angles, par exemple. Donc il y a des très bons sites, il y en a un que je conseille en particulier qui s'appelle Bike Insights. On n'a pas l'habitude de donner directement des noms, mais là je le fais parce que franchement c'est une initiative d'il y a 2 ans je crois, et c'est très bien géré. Vous pouvez, les fabricants ou même vous avez un vélo, vous pouvez rentrer la data du cadre, et puis vous pouvez prendre 2 vélos et les superposer. Votre vélo actuel par exemple et le vélo que vous envisagez, et vous allez les voir dans l'espace et voir s'il y en a un qui est plus long, plus haut en termes de douille, et donc après avec les périphériques vous pouvez adapter. Donc ça c'était c'est aussi un effet de mode, hein. Tu parlais, il y a le sloping qui est arrivé il y a quelques années. Voilà, c'est pour ça qu'on peut plus parler des 56-58, parce qu'en fait à la base on donnait une taille de cadre avec le tube de selle et non pas le top tube, contrairement à ce qu'on pense. Et donc c'était une indication quand les cadres étaient au carré, tu sais, quand ils étaient aussi hauts que longs. Ça n'existe plus en fait sur le marché, il n'y en a quasiment plus. Donc vraiment reach et stack c'est important. Ça c'était pour répondre à ta question des tailles. Maintenant sur l'évolution, plus
plus on a ouvert les angles de direction, plus on a l'impression que les vélos sont courts. Oui, tout à fait. Mais c'est pas vrai dans toutes les pratiques. Il y a des pratiques où, notamment dans le vélo d'aventure ou le gravel, on a eu tendance à faire un petit peu ce qui s'est passé dans l'off-road engagé du VTT, c'est-à-dire à allonger les cadres, à raccourcir les potences et à ouvrir les angles de direction. Donc vraiment, il faut s'attarder sur les histoires de taille parce que c'est important. Donc les sites, comme j'indiquais, sont importants. Après, je ne sais pas si la population grandit ou... Tu as regardé, toi, si on était en moyenne plus grand ou plus petit qu'avant ? Je pense que ça va vers ouais, on grandit quand même un peu, ouais. D'accord. Bon, je ne saurais pas donner des chiffres, hein, c'est vraiment au feeling. Quelqu'un m'a oublié dans le truc. Mais bon. La vérité, c'est qu'on est aussi dans une industrie. Donc en fait, l'industriel, lui, il va toujours essayer de s'attacher à son potentiel principal. Donc il va taper dans la médiane. Donc les très petits ou les très grands sont toujours défavorisés. Pour ça, il existe des cadreurs, par exemple, ou des plus petites marques qui vont pouvoir... Il y a des gens qui vont traiter spécifiquement les cyclistes plus petits, par exemple, avec une offre où on va chercher la même ingénierie de performance ou de confort, mais sur des gens qui vont être entre 1m40 et 1m55, j'en sais rien. Voilà. Pour les très grands, c'est très compliqué. Il y a une marque aux États-Unis que peut-être tu connais aussi, qui s'appelle 36xer, enfin 36, ok, 36er. Et ça a été fait par un Français qui est installé à Taïwan d'ailleurs, je crois, et qui s'est mis à vendre des vélos aux stars de la NBA. Et donc il a des vélos avec des roues de 36 pouces. Et donc c'est vraiment des vélos qui sont adaptés à des gens qui font des tailles hors normes, sauf la norme de la NBA, quoi. Mais voilà, sinon les gens qui sont... les marques qui sont conventionnelles et vont se baser sur les tailles moyennes. Donc c'est difficile quand on est petit et quand on est grand, très clairement. J'ai pas constaté qu'on vendait plus de vélos plus petits. Peut-être que tu as été choqué par cette histoire de taille qui devrait plus s'appeler comme ça et qu'en fait ton vélo fait à peu près la même taille qu'avant. Peut-être, mais c'est surtout... Alors il y a aussi l'épaisseur des fameux épaisseurs des tubes hein, qui est différent, mais je me souviens mes premiers vélos... ils n'étaient pas forcément beaux, quoi, parce que des tubes très petits... Oui, c'est bizarre en termes de proportion. En termes de proportion, c'était pas... Je trouve que le vélo d'aujourd'hui est beaucoup plus stylé, beaucoup plus beau. Le sloping head aussi à ça donne une allure un peu plus dynamique. Après, ce qu'il faut vraiment retenir sur le choix de la taille, c'est que, pareil, essayer de voir si on a confiance à la personne qui discute avec nous, les questions qu'elle pose. Aujourd'hui, si quelqu'un est en train d'essayer d'évaluer la taille de vélo qu'il vous faut, c'est intéressant. S'il commence à parler de reach et de stack et qui fait du détail plutôt que de vous dire vous c'est taille L et vous c'est taille machin, parce que on est des êtres humains. C'est-à-dire que on a sa taille quand on se mesure à la toise entre le dessous de ses pieds et le haut de sa tête, mais il y a des gens qui ont des bras beaucoup plus longs que d'autres. Il y a des gens qui ont une proportion buste et jambes qui est inversée. Donc en fait, on peut poser des questions. Si on vous demande votre entrejambe, c'est une chose. On lit de temps en temps, on choisit une taille de vélo, on mesure son entrejambe, on multiplie par un coefficient, c'est pas le nombre d'or, mais presque, hein, voilà, et on a la taille de son vélo. Enfin, moi, je fais pas ça, hein, je conseille pas. Si quelqu'un vous commence à vous parler de trucs comme ça, il y a des chances que vous finissiez par rouler sur le vélo qui est en stock plutôt que sur le vélo qu'il vous faut. Alors justement, tu parles de rouler sur le vélo qui est en stock. Moi, je me mets à la place de l'auditeur qui écoute, qui se dit ça tombe bien parce que là, j'ai envie de faire l'acquisition d'un vélo. Est-ce qu'on a dans certaines marques, dans certains endroits, dans certains festivals, la possibilité d'essayer? Est-ce que essayer un vélo qu'on a, ou une sélection de vélos qu'on a retenu comme potentiellement le vélo qui est intéressant pour sa pratique, est-ce qu'il existe des endroits où on peut essayer un vélo, en fait, tester un vélo? Parce que c'est la meilleure manière en fait de se rendre compte si ça lui convient ou pas. Clairement, c'est ce que j'engage tout le monde à faire quand c'est possible, d'essayer un vélo. Maintenant, j'avoue que c'est devenu plus compliqué depuis 2 ans parce qu'il y a des tensions de stock, ça n'a échappé à personne. Et donc les magasins, s'ils ont du stock, sont peut-être moins enclins à faire essayer le vélo qui ne devient plus exactement un vélo neuf, mais qui devient un vélo de démo. Donc c'est pas tout le temps simple, il faut demander. Ça fait partie du service qu'on est en droit d'attendre, il me semble. Donc ça peut aussi vous permettre de jauger si c'est là que vous avez envie d'acheter votre vélo ou pas là. Et puis encore une fois, amorcer le dialogue, toujours écouter le discours de la personne que vous avez en face, les questions qu'elle pose, si elle
Parce que des fois, vous allez donner vos informations qui correspondent à votre morphologie, etc. Et puis, de manière assez simple, vous tombez dans une case où il y a le doute n'est pas permis. Voilà. Et puis, à moins que vous ayez... Il y a des gens qui ont une pratique affirmée et confirmée et qui roulent par habitude et par goût sur une taille inférieure à celle qui leur conviendrait, notamment parce qu'ils veulent une grande potence sur un petit vélo. C'est un choix, mais c'est des personnes confirmées qui vont pas solliciter un vendeur pour choisir la taille, ils savent. Mais voilà, parfois vous allez tomber sur votre morphologie fait que vous êtes pile poil sur une taille, il n'y a pas de question, donc vous pouvez acheter le vélo sans le voir, ou peu importe, mais quand la personne qui vous interviewe, en fait, qui vous pose les questions, va avoir un doute, elle vous inviter à dire bon, j'hésite entre la S et la M, peut-être la S avec telle, parce que les périphériques s'adaptent aussi. Il ne s'agit pas juste de trouver une marque qui a 12 tailles de vélo. Ça a été un grand débat, ça souvent, il n'y a pas assez de tailles chez vous, il y a trop de tailles. Enfin, et il faut aussi comprendre. Les périphériques peuvent permettre de. Oui, puis on n'est pas au pays des merveilles, c'est-à-dire que vous avez des marques qui vous proposent 12 tailles, mais en fait, certaines n'en fabriquent même que 4. Elles en proposent 12 sur le catalogue, certaines ne sont jamais fabriquées. Ou alors elles sont fabriquées en telle quantité que vous ne les trouverez pas. Mais ça donne un effet de gamme et de spécialisation, etc. La vérité, c'est qu'avec les périphériques, on a déjà une plage d'adaptabilité qui n'est pas négligeable. Voilà, donc bâtissez une relation de confiance quand vous effectuez un achat comme ça pour être accompagné sur la taille et dès que vous pouvez essayer, effectivement. Et d'après une statistique, là, tu sais que j'aime bien te poser des questions, hein, JP. Est-ce que tu sais le meilleur mois pour acheter un vélo ? Quel est le meilleur mois pour acheter un vélo statistiquement ? Statistiquement, j'en ai absolument aucune idée. C'est le mois d'avril. Et pourquoi c'est mieux en avril ? Parce que c'est moins cher justement. Cher, voilà. Alors que le mois de mai, c'est le mois le plus cher pour acheter un vélo. Les beaux jours qui arrivent probablement. C'est quoi, les prix varient du coup ? Les prix varient énormément. 554 € en moyenne au mois d'avril, contre 2100 € au mois de mai. x4. Voilà. x4 en quelques jours. Okay. Et pour les enfants, c'est le mois de novembre qui est le plus intéressant. Contrairement au mois de septembre, qui est le mois le plus cher. Le mois de la rentrée. Voilà les infos que je voulais te donner. D'accord. On arrive sur la fin de l'épisode. JP, est-ce que peut-être un dernier tips, une dernière astuce, un dernier conseil à donner aux auditeurs qui sont en réflexion de faire l'acquisition d'un vélo ? Eh bien, quand vous pouvez, prenez le vélo qui correspond au plus de pratiques potentielles que vous allez réaliser. Ça vous évitera d'avoir besoin de 4 vélos et d'avoir 4 vélos à entretenir et dont vous souciez. C'est pas tout le temps possible, mais quand vous pouvez mettre ça comme critère de choix, de la polyvalence. Et puis, j'insiste. À qui est-ce que vous achetez le vélo ? C'est pour moi indissociable et ça fera partie de votre expérience cycliste d'avoir le bon professionnel à vos côtés et d'avoir quelqu'un de confiance à qui vous pouvez vous en référer. Alors, ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais je pense que ce que tu viens de dire, JP, fait aussi... ça va faire une grande partie du prix de revente, en fait. C'est-à-dire, quand on achète un vélo, certains achètent un vélo, se financent un vélo, en se disant, je le garde 2 ans, 3 ans, en tout cas c'est une partie des acheteurs. Le fait d'avoir en face un professionnel va faire en sorte que le vélo aura un peu plus de valeur, très certainement, au moment de la revente, parce qu'il y aura la connaissance du vélo, les bons arguments, la personne qui va l'accompagner, l'entretien. Oui, et puis une forme de reprise possible aussi. Et ça, c'est des comportements d'achat qu'on va retrouver sur du vélo sportif. C'est-à-dire, je vais prendre mon vélo... qui mimique les vélos du Tour de France, mais l'année prochaine il va changer de couleur, je vais vouloir le nouveau, donc mon revendeur je vais retourner le voir parce qu'il fait 1 ou 2 marques et il va me reprendre le vélo et je vais pouvoir financer le nouveau. Et je crois que c'est en train de se mettre en place un peu de la même façon sur l'électrique où finalement il y a, par nature, il y a une espèce d'obsolescence ou de marche mécanique vers de l'amélioration, c'est-à-dire que le moteur Bosch de l'année prochaine il sera meilleur que le moteur Bosch de cette année et donc on a envie d'avoir le nouveau même si on ne l'utilise qu'à 20%. Et donc il y a dans les critères de choix aussi des revendeurs certaines personnes qui vont aller vers un magasin où ils savent que l'année prochaine ils vont pouvoir ramener leur vélo et puis le déposer et repartir avec le nouveau en ayant ajouté un peu d'argent. Donc alors si on se met à changer de vélo électrique tous les ans, là on va rentrer dans un sujet d'éco-responsabilité. Parce que tu croyais vraiment que les gens allaient garder leur vélo électrique pendant 20 ans ? Je me souviens avoir discuté avec un professionnel de l'environnement justement,
Et en fait, pour qu'un vélo électrique ait vraiment un impact sur l'environnement, il faudrait garder 7 ans. Oui. Voilà. Donc là, de ce que tu es en train de me dire, là, ça s'effondre en moi, tu vois, je me dis... Non, mais en fait, je te mets au défi pour ton travail du week-end qui arrive. Si tu vas dans le plus grand magasin autour de chez toi, il y en a quelques-uns. Hein. Et puis tu te poses avec un café 2-3 heures et tu verras qui vient acheter des vélos électriques qui coûtent un certain prix et tu regarderas la façon de consommer, c'est assez instructif. Moi je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je me permets de suggérer ce genre de comportement parce que je l'ai vu, je l'ai constaté et ça veut pas dire que le vélo électrique c'est pas bien et qu'il faut pas en acheter, non, et pas bien du sûr, tout, bien on en sûr. a déjà parlé, j'ai pas de rebut du tout à ça, mais souvent il y a des vélos qui partent à plusieurs milliers d'euros, on se rapproche des fois de la dizaine de milliers d'euros qui sont des vélos tout-terrain ultra équipés avec des grosses suspensions, etc. et qui sont utilisés dans un rayon de 5 km pour aller faire des courses ou une balade. Donc c'est pas que c'est pas bien, mais on peut se poser la question et souvent c'est ces vélos-là qui reviennent pour être renouvelés, quoi. Ça arrive. Bon, en tout cas, voilà, c'est sur ce sujet qu'on va terminer cet épisode. Un grand merci à toi, JP, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode avec toi. À très bientôt, Arnaud. Merci.